Alors bonjour, dans cette courte vidéo, nous reverrons les éléments importants des chapitres qu'on a vus cet automne et ça va nous aider dans le fond à mettre justement les éléments importants sur la feuille lilas qu'on aura droit à l'évaluation de Noël et qu'on aura droit aussi plus tard à la fin de l'année. À l'évaluation de Noël, on a le droit seulement au recto de la feuille, donc je vous ai déjà placé les chapitres sur lesquels je vais faire un court retour. En fait, la vidéo va durer un petit peu moins de 15 minutes, mais c'est certain, il y a beaucoup d'informations. Vous aurez à peser sur pause à quelques moments pour prendre des notes et à la repartir. Puis n'hésitez pas à reculer au besoin. Je vous ai fait une petite planification, si ça peut vous aider à un peu comment organiser les éléments. Donc, vous voyez qu'on va passer, on a passé un grand moment sur les 4 fonctions importantes de 3e secondaire. Donc, je leur ai réservé un espace important, à peu près le 2/3 de la largeur par le 2/3 de la hauteur. Ensuite, on va reparler de Pythagore, un petit peu des ensembles de nombres. Je vous suggère de les mettre à droite, ces deux-là. Et on aura un tableau sur les inéquations. Je vous ramènerai ce modèle-là que je vous propose, en fait, régulièrement dans la vidéo pour vous aider à organiser votre espace. Donc, pour commencer, je vais déjà, peut-être vous pourriez peser sur pause, commencer déjà à reprendre en note ce qui est là. Moi, je vais présenter rapidement chacune des fonctions, mais l'idée, ce serait peut-être de les avoir déjà en note, puis d'écouter ensuite les éléments importants. Donc, peut-être peser sur pause, prenez ces éléments-là, on se reparle dans quelques secondes. Alors, donc, la première fonction qu'on a vue, c'est la fonction affine. C'est une droite, en fait, qui ne passe pas par 0, 0. Donc, cette droite-là, et qui a un certain angle, c'est-à-dire qu'elle a un taux de variation, qui est notre A, et elle a un B, qui est une ordonnée à l'origine, qui va être autre que 0. Donc, moi, l'exemple que j'ai fait ici, j'ai fait une croissante, donc une fonction croissante, qui passe par un B, qui est positif dans ce cas-ci. J'ai supposé que ma situation pourrait très bien être un B de 6, c'est-à-dire le point 0,6 serait mon point qui coupe l'axe des Y ou l'axe des ordonnées. Et ensuite, ce qui est important de remarquer, c'est à chaque fois que mon X progresse de 1, ben dans ce cas-ci, mon Y lui progresse, il est croissant, il monte de 3. Le X avance de 1, mon Y avance de 3. Et lorsque j'ai fait monter mon X de 2, mon Y a monté de 6, donc ma proportion est respectée. Jamais on aura du produit croisé dans une table de valeurs de situation affine, parce que dans le fond, on a une valeur initiale, et cette valeur initiale-là nous empêche justement de faire du produit croisé, parce qu'on n'est pas dans une situation qui est proportionnelle. Au niveau du calcul de la règle, on aura un A à calculer. Notre A, c'est notre taux de variation. C'est aussi un taux unitaire. Donc, ça peut arriver qu'il soit gratuit dans un problème ou ça peut être celui qu'on aura à trouver. Et pour le trouver, généralement, on utilise la formule Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, variation des Y divisée par la variation des X. Pour le B, qui est notre ordonnée à l'origine, je vous rappelle que dans le fond, le B, on le trouve simplement, je l'avais écrit ici, là, en remplaçant A et un couple XY dans la règle, puis je sais pas si vous vous rappelez, j'espère en fait, parce qu'on le faisait aussi une deuxième fois, puis on se validait avec un deuxième couple, on mettait un petit bonhomme sourire pour dire, OK, ça a fonctionné, regarde Carl, j'ai vérifié avec un deuxième couple, et ça fonctionne, je suis toute bonne humeur. Deuxième fonction qu'on a travaillé, on a travaillé la fonction linéaire. En fait, la fonction linéaire, c'est, si on veut, un cas particulier de la fonction affine. C'est le cas particulier où ça passe par 0, 0. Donc, notre B, il est égal à 0. C'est pas parce qu'il n'y en a pas, c'est que notre B est égal à 0. Notre ordonnée à l'origine, notre point de départ sur l'axe des Y, c'est 0. Donc, dans la table de valeurs, je pourrais le retrouver, mais ça pourrait très bien arriver que le 0, 0 soit pas indiqué. Même si ça passe par là, le 0, 0, ça se peut qu'il soit pas indiqué. À ce moment-là, comment je peux reconnaître une table de valeurs de fonction linéaire? À ce moment-là, le produit croisé va fonctionner parce qu'une droite qui passe par 0, 0, c'est une situation de proportionnalité. Donc, le produit croisé fonctionne. C'est comme ça qu'on reconnaît une table de valeurs de proportionnel ou de linéaire. La règle, en fait, c'est AX plus 0, mais évidemment, on n'écrira pas le plus 0, donc c'est juste une Y égale AX, et on utilise la même formule pour trouver A. C'est aussi un taux unitaire, c'est aussi un taux de variation. Au niveau de la fonction constante, en fait, c'est une droite horizontale. C'est aussi, encore une fois, un cas particulier de la affine dans lequel, il n'y a pas de variation. C'est le A qui est égal à 0. Donc, si le A égale 0, aucune variation, ça reste constant. Donc, la représentation graphique très simple, droite horizontale. Au niveau de la table de valeurs, le Y va toujours être le même. Dans ce cas-ci, j'aurais une règle qui serait simple. Y égale 5. Aussi simple que ça. Puis, comme on la repère, Y égale B. On va aller voir sur notre graphique. Sur notre graphique, notre B vaut 5. Ou dans notre table de valeurs, B vaut 5. Fait que dans ce cas-ci, ça serait Y égale 5. Simple comme ça.
Dernière fonction qu'on a vue, on l'appelle la fonction de variation inverse. La fonction de variation inverse, on avait du plaisir à dire que c'était une banane décroissante, mais en fait, c'est une courbe décroissante qui va longer les deux axes sans jamais y toucher. Généralement, on travaille seulement dans le cadran numéro 1 parce qu'on est avec contexte. Mais juste vous rappeler que il y aurait d'autres couples aussi dans le cadran numéro 3 parce que, en fait, ce qu'il y a de spécial dans une inverse, c'est que notre coordonnée en X, notre abscisse multipliée par l'ordonnée, par le Y, va toujours donner le même nombre. Donc, une table de valeurs est facile à reconnaître si c'est une inverse parce qu'on aura, par exemple, ici, moi, j'ai 1 fois 20 donne 20, 2 fois 10 donne 20, 4 fois 5 donne 20, 20 fois 1. Donc, dans le fond, ici, j'ai K égale 20, ce qui me permet d'avoir ma règle automatiquement parce que mon K, je l'ai trouvé en multipliant X par Y. Je me suis rendu compte que c'est toujours la même chose. Donc, ici, ma règle serait Y égale 20 sur X. Dans le cas ici, ce serait Y égale 20 sur X. Et je pourrais trouver d'autres coupes. Comment? Dans le fond, je cherche n'importe quelle coupe où le X multiplié par le Y me donne 20. Juste pour vous donner un exemple, si c'était Y égale 20, je pourrais avoir par exemple le couple qui est là, qui pourrait être le couple moins 2, moins 10. Ça serait un couple. Oui, c'est deux éléments négatifs, mais si je les multiplie ensemble, ils me donnent un positif. Par contre, en contexte, on aura juste les éléments du cadran 1. Je vous invite à recopier donc ça, peut-être appuyer sur pause, être sûr que vous avez tous les éléments importants de ce tableau-là. Donc, on vient de voir le tableau des 4 fonctions. Vous avez sûrement pris un bon espace déjà pour ça. On va s'attaquer maintenant à Pythagore et aux ensembles de nombres. Vous devriez avoir un petit peu de place à votre droite pour faire ça. C'est ce que je vous suggère. Relation de Pythagore. On va y aller avec Pythagore. Là, je vais utiliser, on va y aller une chose à la fois. Donc, juste le Pythagore. Pythagore, j'espère que vous vous rappelez d'abord que c'est seulement pour les triangles rectangles. On ne peut pas utiliser ça ailleurs. On a deux cas. Soit qu'on a un triangle rectangle qui aurait deux cathètes A et B. Je vous rappelle, ça s'appelle des cathètes. C'est mes côtés qui forment l'angle droit. Donc, mes deux cathètes sont différentes. À ce moment-là, j'ai C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2. C'est la relation de Pythagore, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse est toujours égal à la somme des deux cathètes au carré. Deuxième cas possible, si jamais on est dans un cas de triangle rectangle qui est isocèle, c'est-à-dire que mes deux cathètes sont identiques, à ce moment-là, si jamais je vous donne seulement l'hypoténuse, vous allez être capable d'aller chercher la cathète en utilisant la formule C à la 2 égale 2 au carré. Pourquoi? Parce que dans le fond, si jamais j'utilise celle-là, puis que je vous donne juste l'hypoténuse, vous allez vous retrouver avec deux inconnus, donc on va avoir un problème. En fait, comme j'ai deux cathètes identiques, ça me permet d'avoir la formule C au carré égale 2A au carré. Triplet de Pythagore, c'est juste un rappel pour vous dire qu'un triplet de Pythagore, c'est en fait trois nombres, par exemple, qui forment un triangle rectangle et que la relation de Pythagore, la relation de Pythagore fonctionne si c'est un triangle rectangle. Par exemple, si j'avais 5, 12 et 13, ce sont trois nombres naturels qui forment un triangle rectangle. Donc, la relation de Pythagore fonctionnerait, ça s'appelle un triplet de Pythagore ou triplet pythagoricien. C'était les éléments importants. Je vous laisse prendre ça en note pour la relation de Pythagore. Peut-être encore une fois, appuyez sur pause. Un petit mot maintenant sur les ensembles de nombres. Les ensembles de nombres, en fait, on avait vu que le grand ensemble, c'est l'ensemble des nombres réels. Qu'est-ce qui existe se retrouve dans l'ensemble des nombres réels. Ce qui existe moins, on les appelle les irréels. En fait, j'aurais racine d'un nombre négatif, par exemple. Évidemment, ça n'existe pas. Ou une division par 0. Par exemple, 8 divisé par 0. Ça non plus, ça n'existe pas. Donc, ça ne rentre pas dans l'ensemble des nombres réels. Une fois qu'on est rentré dans l'ensemble des nombres réels, on a tout ce qui peut s'écrire en fractions. Donc, si ça peut s'écrire en fractions, on est dans les rationnels. Et si ça peut pas s'écrire en fractions, on est dans les irrationnels. Donc, A', ça serait des irrationnels. Qu'est-ce qui rentre dans les irrationnels, ce qui ne peut pas s'écrire en fractions? En troisième secondaire, on aurait tout ce qui est des calculs avec pi, avec des racines carrées qui n'arrivent pas juste, donc des racines carrées qui ne sont pas des nombres carrés, ou des racines cubiques qui n'arrivent pas juste également, par exemple, racine cubique de 10. C'est tout ce qu'on va retrouver dans Q'. Donc, des nombres à virgule qui seront jamais périodiques, puis qu'on ne pourra pas écrire en fractions. Au niveau de Q, dans le fond, c'est tout ce qu'on est capable d'écrire en fractions. Si jamais ça arrive juste, on appelle ça des entiers. Si en plus d'arriver juste, ils sont positifs, ce sont des naturels. Par exemple, on pourrait avoir 0, on pourrait avoir 8.
Dans Z, ben là, c'est juste, dans Z, dans le fait, il y a tous les naturels qui sont déjà là, mais on pourrait rajouter des négatifs. Par exemple, moins 5, moins 15, ou on peut mettre moins 10 sur 2, parce que moins 10 sur 2, ça me donne moins 5. Par contre, c'est le même que ici, donc je vais mettre moins 15. Ça. Et après ça, Q, c'est ce qu'on peut écrire en fraction, mais qui n'arrive pas juste. Par exemple, 3 quarts est une fraction qui n'arrive pas juste, parce que c'est 0,75, parce que c'est pas un entier. Donc, mettons 71% en pourcent. Un nombre à virgule, ça pourrait être 1,5. Ensuite, ça pourrait être un nombre périodique, 2,3 périodique. On sait qu'on peut l'écrire en fraction, mais malheureusement, c'est pas un entier. Donc, c'est toutes des possibilités de nombres irrationnels. On continue d'avancer. Donc, je vous laisse prendre ça en note, peut-être appuyer sur pause au besoin. Donc, je vous rappelle, il nous resterait la partie, on vient de terminer ça ici et ça ici, il nous resterait la partie des inéquations. Donc, pour les inéquations, je vous ai fait 3 petits exemples, ça va vous rappeler des choses. En fait, c'est les inéquations, mais la partie des modes de représentation. Il y avait 3 façons d'écrire ça. Il y avait la façon en mots aussi, la façon en mots, je vais la dire. Par contre, on va juste se rappeler comment on met ça sur une droite numérique et qu'on répond avec extension ou intervalle par la suite. Donc, l'élément que je commence, on part avec une compréhension. Donc, peut-être peser sur pause pour faire votre graphique aussi, de pas votre graphique, votre tableau, placer vos droites numériques tout de suite. Donc, le premier, je suis dans Z. Mon indice important me dit je travaille avec des entiers, donc seulement des nombres qui arrivent juste et qui sont plus petits ou égaux à 3. Donc, je veux le 3, c'est ce que ça me dit. Je veux les entiers qui sont plus petits, donc je veux le 2, je veux le 1, je veux le 0. Puis là, il n'y a pas de limite, je veux tout ce qui est plus petit. Donc 0, je veux moins 1. Et là, j'ai l'air de partir vers l'infini à gauche, mais j'ai surtout l'air de partir à droite parce que j'ai pas mis de stop. Donc, en mettant un 4, j'indique que je veux pas avoir le 4, mais que je veux avoir tout ce qui est plus petit. Au niveau de l'extension ou de l'intervalle, ben comme j'ai seulement des nombres entiers, je peux pas utiliser les intervalles, je dois devoir utiliser l'extension. Ça débute à quoi? Ça débute, dans le fond, par une énumération qui arrive du négatif, par un moins l'infini, mais on va l'écrire avec 3 petits points, et on aurait moins 1, 0, 1, 2 et 3. Donc, je suis capable de nommer, donc j'utilise l'extension. Pour le deuxième cas, ce que je vois ici, c'est que j'ai, dans le fond, des intervalles. Comme j'utilise des intervalles, automatiquement, je sais que je suis dans les réels. Je veux avoir le moins 2, il est inclus. Donc, inclus veut dire un rond plein. Donc, je débute à moins 2 et je veux me rendre jusqu'à plus l'infini. Donc, toujours de gauche vers la droite, de moins 2 à plus l'infini. Donc, je vais colorer pour dire que je veux avoir tout ce qu'il y a jusqu'à l'infini. Au niveau de la compréhension, j'ouvre la collab. J'ai pris tous les nombres qui sont des réels, tels que, ben, j'ai pris tous les nombres qui étaient plus grands ou égales à moins 2 parce que mon intervalle était fermé. Il aurait pu être ouvert. À ce moment-là, j'aurais mis une ballonne vide, c'est-à-dire un rond vide pour dire je veux pas avoir le moins 2, mais je veux tout ce qui est plus grand que lui. Je ferme mon accolade pour terminer. Ensuite, dernier exemple, c'est des points. Donc, j'ai pris seulement des nombres qui arrivaient juste. Dans ce cas-ci, ils sont positifs, donc je vais prendre des réels. J'ai pris seulement des nombres réels qui ont un début et qui ont une fin. Ils ont débuté à 4 et ont terminé à 7. Donc, il y a 2 réponses. Ben, en fait, il y a plus que 2 réponses possibles. Je vais vous en donner une. Mes nombres, ils sont coincés de 4 à 7. Donc, moi, j'utiliserais tous les nombres qui sont plus petits, en fait, les nombres, si je lis comme ça, là, que 4 est plus petit ou égal au nombre, qui sont plus petits ou égal à 7. Et finalement, pour pouvoir l'écrire, évidemment, je suis capable de les nommer. Je n'utiliserai pas de 3 petits points parce qu'ils ont un début qui est 4, suivi de 5, suivi de 6, suivi de 7, et je ferme la collab, puis il n'y a pas d'autre suite. Donc, c'est comme ça qu'on représentait différentes inéquations, puis surtout, c'était de vous rappeler les symboles qu'on utilisait. Ensuite, on a fait des problèmes d'inéquation. Les problèmes d'inéquation, on les faisait en étapes. Donc, les étapes, c'était les suivantes. Il fallait d'abord identifier nos variables, c'est-à-dire dire c'est quoi notre x, puis juste de se rappeler à qui le x, et il était élément de quoi? Est-ce que c'est élément de n? Donc, est-ce que c'était élément de n? Donc, à ce moment-là, dans un cas discret, ou est-ce que c'était élément de r? Donc, on va dire n ou r. Ensuite, traduire en inéquation. C'était le bout qui faisait qu'on réussissait ou pas. Souvent, notre problème, souvent, il y en avait 2. Un qui nous donnait une limite au niveau du plus petit, puis l'autre au niveau du plus grand. Résolution des inéquations. On faisait des droites numériques pour chacune d'entre elles, et on regardait ce qu'ils avaient en commun. Puis à la fin, notre réponse, il fallait surtout faire attention, parce que des fois, la question n'était pas nécessairement de répondre le x. Il fallait faire une petite boîte pour aller
compenser. Alors voilà, c'était pour les éléments importants qu'on a vus cet automne.